Les systèmes d'exploitation de la famille Linux sont partout. Dans ton smartphone ou ta tablette avec Android, dans des satellites spatiaux ou des voitures, mais encore des serveurs informatiques qui hébergent les sites qu'on utilise tous les jours comme YouTube. Pourquoi? Eh bien c'est simple, parce que la plupart d'entre eux sont gratuits et open source, c'est-à-dire qu'on peut les télécharger pour les utiliser, mais aussi on peut les modifier. Ce qui explique pourquoi on a plusieurs milliers de distributions Linux. J'ai entendu parler de Linux seulement en commençant mes études à l'université. Je me rappelle, j'avais fait un dual boot, c'est-à-dire que j'avais deux systèmes d'exploitation dans mon ordinateur, c'est-à-dire Windows et une des distributions de Linux qui est Ubuntu, et je m'amusais à switcher comme ça entre les deux systèmes d'exploitation suivant mon utilisation. J'avais fait ça parce que dans le domaine de la science et de l'informatique, connaître Linux est une compétence incontournable. Et justement, dans cette vidéo, on va rapidement passer en revue quelques notions qu'on peut apprendre lorsqu'on a installé une distribution Linux dans son Raspberry Pi. Alors dans cette vidéo, je vais prendre pour exemple Raspberry Pi OS, c'est le système d'exploitation que j'utilise pour mon Raspberry Pi, mais on peut utiliser n'importe quelle autre distribution, de toute façon c'est la même chose. Je disais donc que ce Raspberry Pi va permettre de se familiariser avec cet environnement. Une première chose à savoir, c'est que, tout comme Windows ou Mac, il y a l'aspect graphique, l'interface graphique, où on peut interagir donc du coup avec sa souris, etc. Ouvrir des dossiers, etc. comme n'importe quel autre système d'exploitation. Mais bon, si vous voulez être un boss sous Linux, il faut utiliser bien sûr le terminal avec les lignes de commande. Donc c'est ce qu'on va faire. On va ouvrir un terminal et vous allez voir que dans ce terminal, on va pouvoir inscrire donc des lignes de commande qui vont nous permettre d'exécuter des actions. Vous allez voir. Donc, on va ouvrir le terminal. Voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un terminal. Alors pour naviguer dans les dossiers, etc., il faut voir tout ça comme un arbre avec des branches. Et suivant l'utilisateur qu'on est, on a accès à telle ou telle branche. Par exemple ici, Pi, l'utilisateur Pi a accès à tous ces dossiers qui se trouvent ici. Donc si je tape une commande ls, vous allez voir que l'utilisateur Pi a accès à tous ces dossiers. Mais on peut changer aussi d'utilisateur. Par exemple, si je deviens le super utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur root, comme vous pouvez voir ici, je suis l'utilisateur root. C'est un peu, si vous voulez, donc l'utilisateur administrateur de la machine, qui peut en fait exécuter beaucoup plus de commandes, qui peut avoir vraiment un contrôle sur notre machine ici. Et comme je disais, il y a en fait une hiérarchie au niveau des dossiers. Et cette hiérarchie, en fait, elle est la même qu'on soit sous Ubuntu ou bien sur Raspberry Pi OS. C'est la même chose pour toutes les machines sous distribution Linux. Donc si je fais hop, un peu pour voir. Ah voilà, ok. Donc si je fais ça, voilà. Donc là, on voit que je suis au niveau le plus au-dessus. Ça, c'est le niveau le plus au-dessus, où j'ai différents dossiers ici, qui sont, on va dire, au même niveau, donc en dessous du niveau slash ici. Et chaque dossier, en fait, a sa particularité. Par exemple, le dossier Home, qui contient donc les données personnelles, comme on peut voir, par exemple, on a ici chez moi, j'ai pas grand chose en fait. J'ai un dossier Pi. Si on va dans le dossier Pi, par exemple, hop. Donc on avait une première branche qui était Home. Et on a une sous-branche, donc un sous-dossier, qui est Pi, là où se trouvent en fait d'autres sous-dossiers, etc. Donc ici, vous pouvez voir, il y a les documents, musique, etc. etc. Dossier etc aussi, c'est un autre dossier assez important. Ça contient en fait les fichiers configuration de différents programmes. Donc ça peut être, par exemple, on a le cas de crontab. On peut programmer en fait des tâches qui vont être exécutées à des moments spécifiques. Par exemple, si je veux qu'un programme Python soit exécuté à telle heure, tel jour, etc., ça peut se faire via crontab. Bref, c'est dans etc que se trouvent tous les fichiers config pour chaque programme. Le dossier USR ici, c'est un dossier qui contient les fichiers binaires et pour d'autres applications, etc. Et donc, faut pas trop y toucher. Donc voilà. Donc USR, binaire, etc. Faut pas trop y toucher. Donc normalement vous n'avez rien à faire là-bas. Et donc comme vous avez bien pu le voir, pour interagir avec tout ça, j'ai utilisé des lignes de commande.
Ces lignes de commande sont écrites dans un interpréteur qui s'appelle le bash. Pour toujours savoir où on se situe dans cette arborescence, on utilise une commande ici, pwd, qui va nous dire exactement où on se situe dans l'arborescence. Si je rentre dans home, bam, je rentre dans py, je fais pwd, je me situe dans le dossier py qui est contenu dans le dossier home. J'ai utilisé la commande cd pour rentrer, donc accéder à un dossier. On a aussi la possibilité d'utiliser cd comme ceci pour pouvoir en fait du coup reculer le niveau. Si je fais ceci, bam, je retourne au niveau le plus au-dessus. On a déjà vu la commande ls. La commande ls qui va lister tous les dossiers dans le niveau auquel je me situe. Il y a des options à cette commande. En fait, à toutes les commandes quasi, il y a des options. Man ls. Et donc là, vous avez toutes les infos sur la commande. Vous savez que ls, c'est donc list directory content. Vous avez le synopsis, donc comment on utilise cette commande. Donc on met ls, il y a une option, puis après on met les fichiers, ou etc. Si par exemple vous voulez lister des infos sur un fichier, ça aussi c'est possible. Et en dessous, on vous met les différentes options qu'on peut utiliser avec ls. ls-l, c'est pour donner encore d'autres informations, donner des informations supplémentaires. ls-l, et vous allez voir, la structure a changé. Donc voilà, hop, on a ici l'information sur les accès d'un groupe d'utilisateurs ou des utilisateurs par rapport à ce dossier. Et c'est pareil aussi pour les fichiers. Donc voilà, ça c'était un peu pour la commande ls. Et on a d'autres commandes aussi pour tout ce qui est création de fichiers, dossiers. Par exemple, si je veux créer un fichier, j'utilise la commande touch test .txt. Voilà, et quand je fais ls, il est là, text test.txt. Si je veux créer un dossier, on utilise la commande mkdir dossier test, hop. Si je fais ls, le dossier il est où, il est où, il est où, test, il est là. Et maintenant si je veux les supprimer, j'utilise la commande rm dir pour les dossiers. Et si le dossier est vide, ça passe crème. S'il n'est pas vide, il faut utiliser une option en plus pour pouvoir l'écraser et écraser aussi ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier. Mais ici, ce n'était pas le cas. Et pour un fichier, c'est juste la commande rm tout court et on met le nom du fichier. On a aussi une commande, bien sûr, pour déplacer des dossiers. On utilise move, on donne le chemin initial et puis un espace, le chemin final. Simplement. Une commande aussi pour copier un fichier ou un dossier vers un autre. Pareil, cp, le chemin initial, le chemin final. Donc voilà, je le fais pas ici directement. Mais vous avez compris le délire. Alors là, je vais vous montrer une commande qui permet en fait de modifier les droits sur un fichier. Par exemple, je crée un fichier test, faire test.sh, et quand on regarde test.sh, on voit qu'il n'y a que des droits de lecture ici pour le R. Donc quand on utilise la commande chmod plus x, donc ça veut dire qu'on va rajouter le pouvoir d'exécution, on va dire, sur le fichier test.sh. Et lorsqu'on regarde, bam, on a la possibilité, donc l'utilisateur Py a la possibilité d'exécuter ce fichier ici. En plus de la navigation, la manipulation de dossiers, etc., on a aussi la possibilité, via les lignes de commande, de lire ces fichiers. J'utilise la commande par exemple cat. Ça c'est une commande qui va imprimer, qui va afficher, pardon, le contenu de start machin. Donc, comme on voit, c'est ceci. On a aussi des commandes pour pouvoir afficher par exemple les X premières lignes ou les X dernières lignes. C'est simplement avec head. Par exemple, si je dis que je vais afficher les 5 premières lignes, ça m'affiche les 5 premières lignes. Si je veux les 5 dernières, tail, hop, bam, ça affiche les 5 dernières. Ce genre de petits trucs, c'est quand même utile, par exemple si on veut lire des logs, etc. Ou alors faire des petites manipulations comme ça.
c'est très utile. Alors à part la gestion de dossiers, fichiers, manipulation de dossiers, fichiers, etc. On a aussi la possibilité donc de gérer et de monitorer en fait notre système. On a des commandes comme free, par exemple avec l'option H. Ici on voit la mémoire disponible, la mémoire utilisée. Je peux aussi lister tous les process en cours si je fais PS. Donc ça liste les process. On a aussi une autre commande beaucoup plus complète, on va dire, qui affiche en temps réel les processus qui sont exécutés. Donc on a top. Donc ça ouvre une instance. On a des infos ici comme par exemple les infos qu'on utilise, les infos qui sont affichées quand on utilise la commande free. C'est comme les gestionnaires de tâches sous Windows, vous voyez. On sait quel utilisateur exécute tel process. Ici, on a l'identifiant du process qui est en cours, qui l'a utilisé, donc ici root. On a des infos comme le pourcentage de CPU que ça prend, la mémoire aussi. Et après, on peut naviguer dans cette instance en utilisant des commandes. Par exemple, si je peux utiliser l'option majuscule M pour afficher en haut, au top, le process qui prend le plus d'espace mémoire, par exemple, ici, hop. Enfin, si par exemple, on va dire, il y a un process comme ça qui s'emballe un peu, ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement le kill, tuer le process. Donc on fait kill pour littéralement vraiment tuer le process, et puis on met le nom de process plutôt le PID du process, et comme ça on peut le killer directement. Et donc voilà, en plus de tout ça, vous pouvez installer des programmes simplement en utilisant une commande. Si j'utilise par exemple la commande sudo apt-get install, le nom du programme que vous voulez, je sais pas moi, je vais taper Chromium, on va voir si ça va passer. Chromium, hop, voilà, il lance l'installation. Alors il est de 1, ouais, machin, voilà, souhaitez-vous continuer? Oui, je veux continuer. Bam, et voilà, il va m'installer Chromium. Simple, efficace. Donc voilà, ça c'était la ligne de commande pour pouvoir installer des programmes. Et vous pouvez faire ça comme ça pour pas mal de programmes. Au lieu de taper comme ça tout le temps des enchaînements de commandes, si par exemple on veut automatiser certaines choses, par exemple chaque heure on a automatiquement le rapport sur la température, on va pour ça utiliser des scripts en bash. Ça va permettre donc de regrouper des commandes, comme ceux qu'on a vus précédemment, dans un fichier avec l'extension .sh, et la machine va exécuter cette succession en fait d'actions. Donc voilà, je lance mon script et je vois bien que on a la température du processeur du Raspberry Pi. Donc voilà, ça c'était un peu du bash scripting. Alors bien sûr, tu n'es pas obligé d'acheter un Raspberry Pi pour apprendre tout ça. Tu peux tout à fait installer Ubuntu dans ton ordinateur qui fait tourner Windows grâce à WLS. Je t'invite à googler ça. Sinon, il y a toujours des ressources gratuites ou peu chères pour avoir par exemple une machine sous distribution Linux dans le cloud. Par contre, si tu as déjà un Raspberry Pi et que tu aimerais par exemple créer ton propre serveur, avoir toutes ces notions devient primordial. Mais attention, dans cette vidéo, on a seulement parcouru une brève étendue du sujet. Il y a encore pas mal de choses à découvrir et à apprendre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like. Si ce n'est toujours pas le cas, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Et si tu le souhaites, rejoins-nous sur les réseaux sociaux pour du contenu additionnel. Sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!